Bonjour à toutes et tous, nous sommes nombreux. 2227 vues sur l'annonce de cette visioconférence Alumni Force the Planet sur le site de Sciences Po Alumni. 235 participants inscrits, nous attendons encore quelques-uns. À l'origine, Jacques Bongrand, que je remercie, coordonnateur des comités d'IESF, ingénieur et scientifique de France, m'a mis en contact à ma demande avec Michel Salem-Sermané, président fondateur d'Alumni for the Planet. Michel avait fait une présentation sommaire, trop sommaire, au colloque national du 4 mars des Journées nationales de l'ingénieur, organisé par IESF. Le thème était ingénieurs, acteurs de la relance. Face à l'urgence climatique et environnementale, Alumni for the Planet est une initiative apolitique lancée en 2020 par Michel Salem-Sermané. L'association mobilise et accompagne des diplômés de l'enseignement supérieur, grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et universités, des solutions concrètes d'accompagnement pour les anciens élèves qui souhaitent agir mais ne savent pas exactement comment s'y prendre. Des clés pour agir grâce à une mise en relation et des témoignages d'autres alumni, d'autres anciens élèves ayant déjà engagé des actions ambitieuses au sein de leur entreprises. Ah, je clique sur le truc et comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça y est. Excusez-moi. Bien. Donc, après Michel Salem-Sermané, qui va nous présenter Alumni for the Planet, nous aurons le plaisir d'écouter Philippe Dobrinski, qui est un expert remarquable du climat euro-méditerranéen, entre autres expertises, et qui nous rappellera l'étendue du problème et l'urgence à agir. Puis, Alexis Treille, qui est centralien, qui nous fera un témoignage des actions de formation qu'il a initiées au sein du groupe Michelin, ses premières réussites, ses difficultés surmontées, ses perspectives. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à assurer la promotion de la conférence d'aujourd'hui. À Sciences Po d'abord, Alumni, Sciences Po Alumni, Bernard Elgoul, qui en est le délégué général, Alessandra Martinez, ici présente, et Mélène Flouret, qui sont responsables de communication. Les autres présidents d'entités de Sciences Po Alumni qui ont relayé l'invitation à leurs membres, Sylvie Berman, présidente du groupe Affaires publiques, Ratsim Bazafi, que je vois à l'écran, qui est responsable de la communication du groupe Finance, Pascal Braque, présente aussi, présidente du groupe Femmes et Sociétés, Marie Castillo, qui est présidente de Promotion 2000, Maxime Prunier du Cercle Sciences Po HEC, Dan Deville, président du club Polo des grandes écoles, ainsi que Éric Gérard, président du club des Sciences Po de la mer. À IESF, je remercie donc Jacques Bongrand, coordonnateur des comités, Alexandra Diard, Estelle Cinquin, responsable de communication. Et à SIPF, Association d'ingénieurs professionnels, Jean-François Magnani, qui en est le président. Et bien sûr aussi à Alumni for the Planet, Caroline Lejeune, qui est une HEC responsable de la communication. Je souhaite faire une remarque préliminaire. Mon propos, je le précise, n'engage que moi, il n'engage en rien Alumni for the Planet. La troisième révolution industrielle de 1980 a fait émerger une économie et une société différentes de l'économie et de la société antérieure issue de la précédente révolution industrielle, la deuxième, de 1880. Les révolutions technologiques successives durant la deuxième révolution industrielle s'appuyaient sur la synergie de la mécanique, de la chimie et de l'énergie. Elles obéissaient donc aux lois de la thermodynamique. Les révolutions technologiques successives durant cette troisième révolution industrielle de 1980 s'appuient, elles, et s'appuieront au fur et à mesure de leurs apparitions sur la synergie de la microélectronique, du logiciel et de l'Ethernet. Et elles ne seront donc plus conditionnées par les lois de la thermodynamique, mais par les lois de la théorie de l'information. Alors, ça pose une question. Le raisonnement écologique doit-il en rester à la thermodynamique?
À mon avis, on ne peut pas faire autrement que de s'inscrire dans le contexte de sa troisième révolution industrielle qui a déjà commencé en 1980. Fondée sur l'informatique puis sur Internet, l'industrie contemporaine est mue par des processus informatisés. On passe de l'ère de la main-d'œuvre à l'ère du cerveau d'œuvre, qui est un réseau maillé, collaboratif, qui est un alliage entre le cerveau humain et l'ordinateur. Alors, la nature est-elle fatalement soumise à une dégradation anthropique permanente? Toute production entraîne-t-elle une consommation d'énergie? Je rappelle que l'entropie caractérise le niveau de désorganisation d'un système. La négantropie, c'est de l'entropie négative, un facteur d'organisation des systèmes physiques, biologiques, sociaux et humains qui s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation. En fait, la production est composée de deux critères, le critère qualitatif et le critère quantitatif. Or, la qualité ne consomme pas d'énergie. La production informatisée pousse l'intelligence au maximum. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? Sinon que de l'écriture codée et de l'intelligence. Et grâce au modèle informatisé de cette troisième révolution industrielle de 1980, une grande part échappe à la loi de l'entropie et crée au contraire de l'organisation. À la lutte contre l'entropie succède l'élaboration progressive de la négantropie. La pandémie du Covid-19 a montré que de nombreuses activités pouvaient fonctionner grâce aux outils digitaux. L'utilisation de l'automobile et des transports en commun, les programmes d'infrastructure, l'immobilier de bureau, le principe des villes géantes et beaucoup d'autres domaines sont remis en question. Les solutions numériques alimentent une source infinie d'opportunités. La médecine augmentée, les bâtiments intelligents, le télétravail, etc., etc. Elles permettent de réduire la consommation d'énergie. Et cette informatique consomme de l'énergie, certes, mais la troisième révolution industrielle produit des avantages environnementaux. Il ne s'agit pas du tout ici de relancer le débat croissance-décroissance. Tel n'est pas du tout l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Mais, à mon avis, la complexité du modèle contemporain est composée, entre autres, de deux réalités qui s'opposent apparemment. C'est la fascination, peut-être excessive, pour la toute-puissance du numérique, d'une part, et la prise de conscience de la fragilité de nos environnements. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Michel. Bien, merci Christophe. Je souhaite la bienvenue aux très nombreux participants à ce webinaire intitulé « À la découverte d'Alumni for the Planet, changement climatique et action d'entreprise ». Donc, à la découverte d'Alumni for the Planet, parce que je vais vous donner la genèse, les ambitions et où nous en sommes de cette initiative dont j'ai été cofondateur il y a un peu plus d'1 an. Changement climatique et action d'entreprise, parce que nous aurons le grand plaisir d'accueillir des intervenants de grande qualité, comme Christophe l'a déjà indiqué. Philippe Drobinski sur le changement climatique, puisqu'il est vraiment un des spécialistes de cette question au niveau de la région Euro-Méditerranée. Et action d'entreprise avec Alexis Treyes, qui est un cadre chez Michelin et qui va partager avec vous ce qu'il a entrepris au sein de son entreprise et qui peut, on l'espère, inspirer de nombreuses autres personnes à agir pour contribuer à la transformation de leur entreprise. Donc finalement, j'ai déjà un peu tout dit sur ce qu'est Alumni for the Planet, parce que finalement, Alumni for the Planet, c'est ça, c'est travailler en étroite relation avec des associations d'alumni, comme ce soir Sciences Po Alumni, s'appuyer sur la communauté scientifique, des experts comme Philippe Drobinski, et surtout faire témoigner des personnes comme Alexis qui ont initié des actions dans leur entreprise et qui peuvent inspirer de nombreuses autres personnes à agir de même dans leur entreprise. Donc, Alumni for the Planet, c'est une initiative, vous le voyez, qui est résolument tournée vers l'action
et qui veut donner des clés pour agir à toutes les personnes de plus en plus nombreuses qui veulent agir, en particulier dans leur entreprise, mais qui ne savent pas bien comment faire. Alors, avant de vous dire quelles sont les clés que nous apportons, quels sont les services que nous rendons, je vais vous dire un mot sur notre nom. Pourquoi Alumni for the Planet? Pourquoi les alumni? Comme vous le savez, les défis qui sont devant nous, en termes de changement climatique et de dérèglements environnementaux, nécessitent une transformation importante, très importante, de tous les compartiments de notre société, de toutes les entreprises. Et cette transformation doit être à la fois profonde et rapide. Il y a bien ces deux contraintes, profonde et rapide. Et donc, pour y arriver, forcément, les dirigeants des entreprises n'ont pas de baguette magique. Ils doivent embarquer, ils doivent pouvoir compter sur l'implication de l'ensemble de leurs collaborateurs, et en particulier de tous les collaborateurs qui occupent des postes à responsabilité. Et il se trouve qu'en France, comme dans de nombreux pays, ces personnes qui occupent des postes à responsabilité en entreprise, c'est pour une très grande majorité les alumni, les diplômés de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est ça l'idée à la base d'Alumni for the Planet, c'est de travailler en étroite collaboration avec les associations d'alumni qui sont de plus en plus actives sur ces enjeux climat-environnement pour toucher le plus grand nombre possible d'alumni, et il y en a des millions, pour les aider à se mettre en mouvement, pour les aider à passer à l'action au sein de leur entreprise. Donc voilà l'idée à l'origine d'Alumni for the Planet. Alors qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous avons mis plusieurs mois pour répondre à cette question, parce que beaucoup d'acteurs, et c'est une bonne chose, interviennent dans ce champ. Et donc, si nous voulons être utiles et ne pas ajouter une couche de complexité en étant un acteur de plus, il fallait trouver un positionnement utile. Et donc, nous avons passé beaucoup de temps, plus de 6 mois l'année dernière, à discuter avec un très grand nombre d'acteurs, et en particulier avec près d'une centaine d'associations d'alumni, pour comprendre quel peut être notre positionnement. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a essentiellement 3 services que nous apportons à tous ceux qui veulent agir, encore une fois, et qui ne savent pas exactement par où commencer. Le premier service, c'est la mise en relation, connecter des personnes qui, au sein d'une même entreprise, voudraient contribuer à la transformation de leur entreprise. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment faire, par où commencer. Et quand vous êtes seul, c'est difficile d'oser agir. Ce n'est pas toujours bien vu, au sein de certaines entreprises, en tout cas, surtout dans des périodes un peu difficiles comme aujourd'hui. Et donc, très tôt, nous avons imaginé que sur notre site Internet, nous pouvions mettre en relation, par un moteur de recherche, toutes les personnes qui s'inscrivent. Et donc, aujourd'hui, il suffit de vous inscrire, ça prend quelques minutes, c'est gratuit, et donc je vous encourage à le faire pour ceux qui ne le seraient pas. Donc une fois que vous êtes inscrit sur notre plateforme, il y a à peu près 3000 personnes qui sont aujourd'hui inscrites depuis 6 mois que nous l'avons ouverte, et bien vous pouvez en quelques clics voir s'afficher les personnes qui se sont comme vous inscrites et qui sont dans la même entreprise que vous. Et par un système de messagerie interne, vous pouvez en quelques clics vous mettre en contact. Et donc voilà, il y a cette facilité de mettre en place des petits collectifs, des petits groupes qui vont monter une première réunion de travail et qui vont ensemble se dire, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons prendre des choses pour, au sein de notre entreprise, contribuer à sa transformation. Donc, première action très concrète, un service de mise en relation entre alumni, entre personnes qui occupent des postes à responsabilité et qui veulent aider à la transformation de leur entreprise, se mettre en relation, former des petits groupes au sein des entreprises. Voilà, se connecter. Et donc, pour que ça marche, évidemment, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, un grand nombre qui sont inscrits sur notre site. Aujourd'hui, pour les plus grandes entreprises, il y a 10, 20, 30 personnes qui apparaissent quand vous affichez le nom de votre entreprise. Donc, je ne peux que vous encourager à en parler autour de vous pour qu'un nombre plus important, progressivement, de personnes s'enregistrent sur notre site. Deuxième service que nous apportons, c'est de donner des idées d'action. Et donc, très tôt sur notre site, nous avons mis la rubrique « J'agis ». J'agis dans mon entreprise. Et donc, il y a toute une boîte à idées, tout un tas d'exemples d'entreprises qui ont initié des actions qui ont un impact. Il y a aussi la possibilité de donner des témoignages. Et donc, là encore, je ne peux que vous encourager à nous aider à enrichir ce site, parce qu'il y a évidemment 1001 façons d'agir dans son entreprise. On peut commencer par des petites choses, on peut tout de suite réfléchir à la stratégie de son entreprise, à l'évolution de son modèle économique, etc. Voilà. Et donc, nous avons sur de nombreux thèmes développé tout un tas de conseils en faisant bien sûr référence à des rubriques. Je pense à l'ADEME, par exemple, qui a déjà beaucoup d'exemples à donner. Voilà. Donc, deuxième clé pour l'action,
une boîte à idées finalement qui est sur la rubrique J'agis de notre site internet. Donc tout ça a été mis en place assez tôt, à partir de novembre dernier, comme nous avons ouvert notre site. Et assez rapidement ensuite, on a bien compris que pour avoir un impact, il fallait aller au-delà. Et c'est ce que nous avons fait en mettant en place ces webinaires qui sont pour l'instant tous en distanciel et qui ont vocation à la rentrée à être en partie en présentiel, qui sont des lieux de partage d'expériences. Et c'est sans doute ce qui aura le plus d'impact. Donc c'est typiquement le webinaire que nous organisons ce soir et qui a une double originalité. Et j'en terminerai là. La première originalité, vous le verrez, c'est d'avoir ce binôme. Ce binôme entre un sachant, un expert, qui rappelle l'étendue du problème, qui pose le cadre, et puis ce que l'on appelle un témoin. Et c'est très important, et vous verrez le positionnement qui est assez original, puisque ce témoin, qui est Alexis, qui est cadre chez Michelin et qui a initié un certain nombre d'actions qu'il va partager avec vous, Alexis ne va pas parler de son entreprise. Ce n'est pas le sujet. Il y a un grand nombre de conférences qui racontent ce que fait telle ou telle entreprise, et en particulier les associations d'alumni, et c'est extrêmement utile, font témoigner leurs alumni pour raconter ce que font leur entreprise. Il ne s'agit pas de ça, là. Il s'agit d'expliquer ce qu'une personne a fait à titre personnel et a fait directement pour initier une action qui petit à petit pourra avoir un impact dans son entreprise, qui contribue vraiment à la transformation de son entreprise, le moment venu, encore une fois, avec un impact important à l'échelle de son entreprise sur les enjeux climat et environnement. Et donc, c'est ça notre positionnement fondamental, c'est d'être un lieu de partage d'expériences de personnes qui ont initié ces actions de transformation et qui veulent les partager avec un grand nombre de personnes qui pourront s'inspirer de ces démarches qui souvent sont réplicables d'une entreprise à l'autre, même s'il s'agit de secteurs différents, d'actions différentes. Et donc, nous sommes en train de constituer, avec l'aide de tout un tas d'organismes, l'ADEME, l'Association Bilan Carbone, la Caisse des dépôts, etc., des viviers de témoins qui vont, voilà, comme ce soir, pouvoir partager leur expérience personnelle. Donc, vous voyez l'originalité, ces personnes parlent d'elles-mêmes, de leur réussite, de leurs difficultés et de leurs perspectives qui souvent sont ambitieuses. L'autre originalité, et je termine par ça, c'est la collaboration étroite avec les associations d'alumni. Puisque pour avoir un impact, il nous faut déployer à grande échelle ces webinaires, ces lieux de partage de ce type d'expérience personnelle. Et donc, nous allons le faire comme ce soir avec de nombreuses associations d'alumni qui vont nous permettre de déployer à très grande échelle. Nous le faisons ce soir avec Sciences Po Alumni, nous l'avons déjà fait avec les SEC, nous le faisons la semaine prochaine avec Pont Alumni, avec Centrale également. Et donc, il y a près de 400 associations d'alumni en France, près d'une centaine ont rejoint Alumni for the Planet et collaborent avec nous. Et vous voyez le potentiel de réplication, de diffusion à grande échelle de ces bonnes pratiques qui vont permettre à de nombreuses personnes, encore une fois, qui veulent agir parce que de plus en plus, elles ont pris conscience de l'urgence à agir, mais qui ne savent pas comment ou qui n'osent pas. Et donc finalement, j'en ai terminé. Donc finalement, l'objectif de ce webinaire ce soir, c'est à la fois de vous rappeler l'étendue du problème, donc avec Philippe Drobinski, que je remercie beaucoup du temps qu'il nous consacre. Philippe Drobinski est un des grands spécialistes au niveau international du changement climatique dans la zone euro-méditerranée, et avec ensuite Alexis Treyes, qui va, je l'espère, à la fois vous donner envie d'agir, vous donner le courage d'agir, parce que vous allez vous rendre compte que c'est difficile, mais c'est possible, et qui va également vous donner des pistes concrètes pour l'action. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je passe tout de suite la parole à Philippe Drobinski. Je précise que je vais ensuite animer le chat. Donc, je vais sélectionner un certain nombre de questions. Donc, n'hésitez pas à dialoguer. Nous aurons à la fois, après cette présentation de Philippe et celle d'Alexis, nous aurons 15-20 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez pour qu'il y ait un débat, un échange le plus riche possible. Encore merci pour votre participation et je te laisse la parole, Philippe, et pour commencer par te présenter. Merci, Philippe. Merci. Vous m'entendez? C'est bien? Tout fonctionne? Oui, oui. Parfait. Merci pour cette introduction. Alors, grand sachant, je ne savais pas ça. Merci pour ces honneurs. Donc, je suis Philippe Drobinski. Alors, je suis climatologue. Je dirige le laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, qui est donc le premier institut de recherche en France sur le climat. Et par ailleurs, j'ai fondé il y a 2 ans donc un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate et qui justement vise à aborder, on va dire, les questions en particulier de la transition énergétique avec toute sa complexité
systémique et donc forcément nécessairement interdisciplinaire. Alors pourquoi je vais vous parler de Méditerranée? Bon, bah, d'abord parce que je l'étudie, donc autant parler de ce que je sais, et d'autre part parce que vous ne savez probablement pas, mais vous connaissez bien le GIEC. Eh bien, il faut savoir qu'il existe, qui est la première expérience à l'échelle régionale, donc un réseau d'experts sur le changement climatique et l'environnement en Méditerranée qui s'appelle le MEDEC et dont le travail est exactement calqué sur les travaux du GIEC. Alors, il faut savoir que dans ce groupe d'experts, beaucoup contribuent aux travaux du GIEC, donc c'est un process qui est connu bien sûr de ce réseau, et donc sous l'égide du programme pour la Méditerranée des Nations Unies et du plan d'action pour la Méditerranée, et bien donc ce réseau a travaillé pendant 5 ans pour élaborer, donc selon un process exactement calqué sur les travaux du GIEC, donc un rapport, une première évaluation régionale du changement climatique et environnemental et des risques induits. Et donc, je pensais que voilà, ce rapport a été publié en novembre dernier. C'est quelque chose de récent. Il va s'inscrire, sa publication intervient quelques mois avant la publication du prochain rapport du GIEC, donc c'est à la fin de l'été. Et donc, je voulais vous donner un petit peu les éclairages de ce que l'on sait dans cette région. Alors, si ça marche... Voilà. Donc, d'abord, un petit peu de contexte. Commençons par le global. Donc, le climat global se réchauffe. Donc, cette courbe montre ici l'évolution de l'anomalie de température, donc de la température moyenne globale à la surface de la Terre par rapport à celle de la fin du XXe siècle. Et donc, on a en gris ici la tendance simulée sur la période récente, donc jusqu'à 2005. Et en accord avec les observations, le réchauffement climatique s'est accéléré durant les 30 dernières années. Et aujourd'hui, le climat s'est réchauffé à l'échelle globale de 1,2 degré par rapport au niveau préindustriel. Et puis, nul doute ne persiste maintenant. L'homme est responsable de ce réchauffement et les impacts sur la société sont déjà perceptibles. Alors, la façon dont ça va évoluer, bien évidemment, n'est pas strictement prévisible puisque la trajectoire dépend en grande partie des actions que les nations de la planète mèneront pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, cette fois, ici, nous avons des modèles climatiques qui intègrent des concentrations de gaz à effet de serre qui ne sont plus observées, mais qui proviennent de scénarios. Et donc, ici, nous avons l'anomalie de température qui est identifiée en rouge ici et en bleu pour 2 des 4 scénarios d'émission du précédent rapport du GIEC, du rapport du GIEC, on va dire encore le dernier publié. Donc en rouge, le scénario le plus pessimiste et en bleu, le scénario qui permet de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, donc qui est la limite, la cible à ne pas dépasser, qui a été proposée à la conférence des parties, à la 15e conférence des parties à Copenhague. Et donc les courbes, on voit qu'elles divergent à partir du milieu du XXe siècle, du XXIe siècle, un petit peu avant, et selon le scénario, le réchauffement climatique, on va dire, peut être en moyenne entre 1 et 4 degrés selon le scénario. Mais ce qui est important ici, c'est que dans ce dernier rapport du GIEC, dans le 5e rapport du GIEC, est souligné le fait que le réchauffement climatique ne sera pas uniforme au niveau régional. Alors justement, qu'en est-il de la Méditerranée? En fait, un article qui est déjà plutôt âgé, en 2006, et qui est basé sur des simulations climatiques réalisées pour le 4e rapport du GIEC, donc proposait une carte, donc je la trouve plutôt pédagogique, on va dire, une carte d'un indice régional du changement climatique. Donc, en fait, plus le cercle est grand ici, eh bien, plus la réponse régionale au changement global est importante aussi. Et donc, on voit que la région Méditerranée ici est ce que l'on appelle l'un des hotspots, un des points chauds du changement climatique. Alors maintenant, si je reviens à des choses un petit peu plus récentes, justement, donc l'examen de ce premier rapport d'évaluation du MEDEC montre que sur Terre, le réchauffement sera probablement de l'ordre de, on va dire, de 1 à on va dire, plus de 5 degrés au cours du XXIe siècle pour des émissions de gaz à effet de serre qui soient faibles, ici, donc correspondant donc, à ce fameux scénario qui permet de maintenir en dessous de 2 degrés, ou au contraire élevés. Le réchauffement moyen, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement moyen de la région devrait être 20% plus rapide, plus fort que le réchauffement moyen global, atteignant même l'été à 50%. Donc,
C'est en cela que la Méditerranée est un mini-laboratoire, une région où, je dirais, le changement climatique, le réchauffement climatique s'effectue, s'observe de façon accélérée. Et donc, c'est une région d'études extrêmement intéressante aussi pour nous climatologues. Alors, les températures extrêmes chaudes augmenteront et les vagues, bien sûr, de chaleur s'intensifieront en durée en température maximale. Et en même temps que ça se réchauffe, eh bien, les modèles prévoient une diminution constante des précipitations au cours du XXIe siècle. Donc, le taux moyen de précipitation, de diminution des précipitations est d'environ 4% par degré de réchauffement climatique, ce qui nous amène en fait à une réduction de l'ordre de 4% à 22% selon justement le scénario à la fin du XXIe siècle. Donc ici, on est sur des chiffres qui sont absolument considérables et on voit bien l'impact que cela peut avoir sur les ressources en eau. Et l'ampleur de cette diminution varie selon les modèles, ce qui rend un petit peu les projections sous-régionales incertaines. Alors, les projections climatiques, en plus d'indiquer une diminution, on va dire, constante des précipitations moyennes, montrent qu'on va vers aussi un régime de précipitation caractérisé par des extrêmes, par contre, de précipitations plus importants, donc des précipitations plus violentes. Mais d'un autre côté, une fréquence de précipitation réduite, c'est-à-dire que l'espacement entre les phénomènes précipitants va s'agrandir et donc on va avoir des périodes sèches plus longues avec des conséquences, en particulier donc qui peuvent être graves pour la santé et puis donc avec en particulier exposer des populations vulnérables. Alors, justement, les changements environnementaux ont déjà entraîné un large éventail d'impacts sur la santé humaine dans les pays méditerranéens et la plupart des tendances devraient se poursuivre. Les impacts directs sont liés à l'exposition à des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, c'est vraiment le plus impactant. Et un article récent, d'ailleurs, publié donc, dans une revue vraiment, qui est la revue prestigieuse, je dirais, dans le monde scientifique de façon générale, toutes disciplines confondues, qui s'appelle Nature, montre que plus d'un tiers des décès liés à la chaleur entre 1991 et 2018 dans 43 pays de la planète peuvent être attribués au changement climatique d'origine anthropique. Alors, bien évidemment, il existe d'autres impacts directs liés à l'exposition aux sécheresses ou à l'inverse, aux inondations et aux tempêtes. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est juste illustratif, je veux dire, la figure ici montre la fraction attribuable de décès liés donc à la chaleur durant l'été, qui augmente considérablement avec le scénario d'émission. Et dans le scénario le plus, je dirais, pessimiste, on voit que d'abord la carte est très rouge, et puisque vous ne voyez pas bien les chiffres, ça veut dire que le nombre de décès serait multiplié par 7, par un facteur 7, localement. Donc, on voit l'impact sanitaire que le réchauffement climatique peut avoir sur les populations. Alors, comment dire, les principaux moteurs du changement climatique, du changement, donc, incluent le climat, mais pas seulement. Il y a aussi des facteurs non climatiques. L'interaction avec des systèmes environnementaux entraîne des impacts indirects, par exemple, tels que l'évolution des maladies d'origine vectorielle, alimentaire, donc ou hydrique. Et aussi, on a des changements, par exemple, dans la disponibilité, mais aussi la qualité de l'eau, des changements donc dans la production et la qualité des aliments, avec des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire dans la région, et puis l'augmentation de la pollution de l'air, y compris de la pollution causée par les incendies de forêt, et puis enfin, donc le niveau de la mer qui a augmenté de 6 cm au cours des 20 dernières années, et cette tendance devrait s'accélérer jusqu'en 2100, pouvant atteindre jusqu'à plus d'1 mètre en cas en particulier de nouvelle déstabilisation de la calotte glaciaire en Antarctique. Et donc, dans les systèmes côtiers, l'élévation du niveau de la mer pourrait avoir un impact sur la plupart des infrastructures, les aquifères, les cultures côtières, mais aussi le patrimoine mondial qui est souvent localisé sur les régions à proximité de la mer et d'autres sites protégés, notamment dans les deltas et les estuaires des fleuves. Alors pour les conflits, l'impact des futurs changements environnementaux reste un peu plus spéculatif, mais cependant maintenant, il y a quand même une expérience historique récente qui rend probable qu'un changement climatique sévère et rapide pourrait encore exacerber l'instabilité politique, en particulier dans les parties les plus pauvres du bassin méditerranéen. Alors, les impacts attendus du changement climatique et environnemental nécessitent une transition énergétique accélérée en Méditerranée pour en plus permettre un développement sûr, durable et inclusif et respecter en particulier son engagement dans l'accord de Paris.
Alors, si la transition énergétique pose des défis communs dans l'ensemble de la région, la nature et l'ampleur des défis sont vraiment différents entre les pays de la rive nord et les pays de la rive sud et de l'est. Donc ici, on a une figure qui montre des projections. Alors pour 2040, selon un scénario de référence considéré par l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, qui considère en gros à la fois les tendances passées, les politiques actuelles et les projets en cours, et intègre ce qu'on appelle les engagements inconditionnels. Vous savez que dans l'accord de Paris, les États ont dû s'engager sur des trajectoires de réduction d'émissions, et il y avait deux types d'engagements, des engagements dits inconditionnels, c'est-à-dire que autofinancés par les États eux-mêmes, et puis des engagements conditionnés, donc conditionnés à du financement, ce qu'on appelle par le Fonds vert, donc du financement international. Alors, les pays de la rive nord, d'abord, ont plus de 2 décennies de réformes qui ont progressivement diversifié leur mix énergétique et maîtrisé la croissance de leurs demandes dans un contexte en plus de stabilité démographique. Ici, comme on peut le voir, donc ça c'est 2005 et 2040 au nord et puis dans les États du sud et de l'est. Contrairement, alors les pays en revanche du sud et de l'est sont confrontés plutôt à une croissance à la fois économique et démographique rapide, ce qui devrait entraîner une augmentation très significative de leur demande énergétique. Ici, on attend pour ces pays-là une augmentation de 118%. Et en plus, les mix énergétiques reposant actuellement largement sur les énergies fossiles, les émissions de CO2 devraient continuer à croître. Encore une fois, ici, on attend une augmentation de près de 50% dans les pays du sud et de l'est. Alors, en effet, cette carte montre la part des sources d'énergie dans la consommation primaire, donc la consommation d'énergie primaire. En 1995 et 2016, bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre. On voit essentiellement qu'entre 1995 et 2016, le gaz a pris la place du charbon, mais je dirais grosso modo, on est encore sur une dépendance extrêmement forte sur les combustibles fossiles. Et la grande majorité des pays méditerranéens est extrêmement dépendante du pétrole, essentiellement importé, comme j'en parlerai par la suite. Alors, l'importance des combustibles fossiles dans le mix énergétique de la plupart des pays méditerranéens affecte négativement la balance commerciale de ces pays. Et les pays du Sud et de l'Est souffrent davantage de cet impact négatif, car la plupart des pays sont importateurs nets. Excusez-moi, il y a donc justement quelques pays qui sont fortement exportateurs. Et le fait que des pays, justement, trouvent leur autonomie, on va dire, énergétique et puis leur manne sur la base de ces énergies fossiles est forcément un obstacle pour ces pays-là à la décarbonation de l'énergie. Et justement, à côté de ça, on a de nombreux pays du pourtour méditerranéen qui, eux, ont un impact vraiment négatif donc ils sont des importateurs nets d'énergie et donc ces importations d'énergie peuvent représenter pour certains pays jusqu'à 20% de leur balance commerciale. Et donc ça, en revanche, c'est bien évidemment un levier pour favoriser la transition vers les énergies renouvelables qui devrait permettre à ces pays de leur donner plus d'indépendance énergétique. Alors, dans la région méditerranéenne, la demande d'énergie a augmenté de 1,3% environ par an. Et la plus grande part de la demande énergétique se trouve dans les pays de la rive nord, qui représentent environ 63% ici. Les trajectoires attendues de la demande énergétique dans la région, justement, sont contrastées entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, dans le nord, on a déjà une inflexion, donc une diminution de 8% environ depuis 2010. Et cette baisse n'est pas seulement due aux efforts d'efficacité énergétique, mais elle aussi elle doit être vue à la lumière d'une croissance démographique qui est donc très modérée, d'une croissance du PIB en décélération, surtout après la crise de 2008. Mais tant dans les scénarios de référence que dans un scénario qu'on appelle proactif, c'est-à-dire cette fois-ci où on va ajouter, je dirais, au scénario de référence un programme d'efficacité énergétique, une diversification accrue du mix énergétique, et puis surtout, on va intégrer cette fois-ci tous les engagements qui soient conditionnels ou inconditionnels. Mais donc aussi bien dans le scénario de référence que dans le scénario proactif, eh bien, la demande en énergie dans la Méditerranée du Nord devrait continuer, donc la part bleue ici devrait continuer à diminuer. En revanche, le sud et l'est de la Méditerranée ont connu une croissance économique et démographique soutenue au cours des dernières années, et donc avec une augmentation, une croissance forte de la demande énergétique de plus de 6% depuis 2010. Et dans tous les scénarios, la demande énergétique continue d'augmenter
donc par rapport au niveau de 2015. Alors pour réduire, donc on le voit d'ailleurs ici, avec cette diminution globale de la consommation énergétique, le potentiel en fait, d'efficacité énergétique est important, donc de réduction de notre consommation dans les pays méditerranéens, en particulier du sud et de l'est, avec des opportunités fortes, à la fois dans le secteur du bâtiment, de l'industrie et puis de l'électrification des transports. Alors malgré donc, la part forte de la production d'énergie de combustibles fossiles, à partir de combustibles fossiles, notamment dans les pays de la rive nord et de la rive sud, la Méditerranée dispose d'un potentiel, donc ici, c'est ça, c'est la production d'énergie primaire, donc on voit bien le shift entre le nord et le sud, donc très fossile sur la rive sud, beaucoup plus diversifié sur la rive nord, avec une part d'énergie décarbonée beaucoup plus importante. Mais grosso modo, de façon générale, la région méditerranéenne dispose d'un important potentiel de production d'énergie à partir des énergies renouvelables terrestres et marines. Alors, plusieurs études, malheureusement, montrent que les projections climatiques régionales montrent que l'impact du changement climatique donc sur le bassin méditerranéen amènera en particulier, dû à l'élévation de la température, une réduction du potentiel des énergies renouvelables. Donc ici, nous avons la puissance éolienne, la puissance solaire, la puissance hydroélectrique et thermoélectrique, et on voit que les barres ici, donc ça, ce sont les pays. Ça, c'est le changement attendu en pourcent. Et les barres correspondent à un réchauffement climatique d'1,5 degré en jaune, de 2 degrés en orange et de 3 degrés en rouge. Alors, jusqu'à 2 degrés, la diminution du potentiel reste encore raisonnable. On voit que quand on excède 3 degrés, eh bien, elles peuvent devenir significatives, en particulier sur tout ce qui concerne l'hydroélectricité, la thermoélectricité, due à la fois à la diminution très forte de l'eau disponible et aussi à l'augmentation de la température et donc de la température de l'eau qui va affecter la possibilité de refroidir les systèmes thermoélectriques. Donc ici, alors malgré ça, il est clair que les combustibles fossiles, les combustibles fossiles devraient d'une part rester la composante dominante du mix, et malgré cette diminution du potentiel des énergies renouvelables, on est en train quand même clairement d'être sur une trajectoire de refonte complète du mix électrique en cours, où les sources d'énergie renouvelable devraient devenir le principal carburant du mix électrique méditerranéen d'ici une trentaine d'années. Donc ça, c'est ce que justement, un petit peu, ça illustre. En effet, le changement climatique, le changement le plus important à venir, c'est une augmentation substantielle de la contribution des énergies renouvelables à la production d'électricité, avec des technologies renouvelables qui couvriraient 38% de la capacité électrique cumulée dans la région méditerranéenne. Et si les tendances actuelles se confirment, eh bien, les technologies renouvelables domineront le marché régional de l'électricité au cours des prochaines années, en particulier en termes d'ajout net de capacité de production. Ici, ce que ça montre, en particulier, donc dans le scénario de référence, c'est que, non, c'est plutôt dans celui-là, pardon, excusez-moi, c'est que les énergies renouvelables devraient représenter environ 70% de la capacité installée totale et plus de 50% de la production d'électricité, ici 57%, donc de la production d'électricité dans le scénario proactif. Alors, dans les pays du Nord, on devrait doubler la capacité électrique actuelle, et dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, on devrait cette fois-ci avoir une croissance 5 fois supérieure dans le scénario proactif. Donc là, ça va complètement modifier la structure de l'offre et de la demande du marché d'électricité dans les pays, en particulier du Sud de la Méditerranée. Les technologies qui connaissent la croissance la plus forte sur tout le bassin méditerranéen, c'est clairement l'éolien, mais avec forcément une compétition très forte avec le solaire, en particulier 2 technologies qui commencent à devenir de sérieux compétiteurs l'une avec l'autre. C'est la technologie à concentration solaire et la technologie photovoltaïque. Voilà, donc c'est un petit peu pour conclure sur les enjeux. Pourquoi la Méditerranée? Parce que c'est un point chaud, c'est un petit laboratoire, c'est un endroit où le changement climatique est plus rapide qu'ailleurs pour des raisons dont on en connaît certaines, on a encore des questionnements sur d'autres, mais effectivement, donc la région Méditerranée est un endroit où le changement climatique se fait très rapidement. On a besoin, pour le développement de la Méditerranée et pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris, de réaliser une transition énergétique accélérée.
il y a clairement un potentiel très fort de développement des énergies renouvelables. Voilà, après, je vais pas lister, je dirais, toutes les grandes conclusions. Un point que je voulais souligner aussi, c'est qu'en plus du développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d'avoir une intégration régionale du marché de l'énergie et des réglementations et de la coopération transfrontalière pour permettre, on va dire, de réduire la tension sur le réseau. Et puis, il y a donc clairement une réduction, avec cette transition énergétique, on attend une réduction bien sûr des tensions sur la sécurité énergétique des pays importateurs, une amélioration des opportunités pour les exportateurs, une réduction des coûts énergétiques et des dommages environnementaux et une contribution à l'amélioration du bien-être social et à la création d'emplois autour de ce secteur. Voilà, donc on m'a demandé de faire court. J'espère que je n'ai pas été trop rapide non plus. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre des questions maintenant ou plus tard. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, je pense que tout le monde a été totalement captivé, et moi aussi, même si on avait déjà eu des échanges par ces éléments voilà, scientifiques très robustes et très concrets qui nous montrent voilà, quelles sont les tendances. Comme tu l'as dit, tout n'est pas écrit. Et ça dépend un peu des actions. Donc, j'ai noté quelques questions. Peut-être avant de répondre à la première question, j'en avais une que j'avais préparée qui est plus sur le territoire dont on parle, le territoire euro-méditerranée. Tu indiques que c'est un hotspot et donc c'est un laboratoire sur le plan voilà, de l'observation de l'évolution du changement climatique. Je voulais avoir ton avis sur un sujet d'une autre nature. Est-ce que tu penses que ça peut être également un laboratoire sur la question de la coopération nord-sud? Parce qu'on sait que c'est un des défis qui est devant nous, c'est voilà, le financement des actions dans des pays qui voilà, qui sont voilà, moins avancés, qui ont une démographie plus importante, qui ont une volonté de développement voilà, aussi importante, de rattrapage, etc. Voilà, tout ça est discuté à chaque COP. Est-ce que ça peut aussi être un laboratoire de ce point assez essentiel? Voilà, donc un double laboratoire, en quelque sorte scientifique, mais aussi un laboratoire de coopération, parce qu'on a sur ce territoire un peu ce sujet également. Et donc, c'est la question de l'Union pour la Méditerranée qui était un peu à l'origine de ces travaux du GIEC. Voilà, quel est ton avis sur, voilà, est-ce que cette Union pour la Méditerranée, dont on a beaucoup entendu parler un moment, un peu moins après, voilà, quel peut être son... Justement, l'Union pour la Méditerranée, c'est en cela que c'est la première initiative régionale qui est vraiment calquée sur l'organisation de tout le process du GIEC, parce que cette fois-ci, on a une construction intergouvernementale qui existe, qui est l'Union pour la Méditerranée. Donc, c'est celle qui a construit avec les Nations Unies, le plan méditerranéen des Nations Unies, et bien justement fait office un petit peu je dirais, des représentants des gouvernements autour donc, des travaux du MEDEC. Et d'ailleurs, le MEDEC a reçu le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, justement pour ces actions pour la collaboration entre le Nord et le Sud. Ça, c'est une collaboration scientifique entre le Nord et le Sud. Mais derrière, dans le secteur de l'énergie, il y a déjà, en tout cas, il y a des réseaux. La collaboration est très forte, elle existe. Est-ce qu'elle est toujours efficace? Ça, ce sont c'est des questions. Mais nous avons, par exemple, MEDENER, qui est tout simplement, en gros, l'association des ADEME des pays européens. Nous avons Medgrid, qui est l'association des opérateurs de réseau méditerranéens. Nous avons Medreg, qui est un réseau pour des régulateurs. Donc, il y a déjà des réseaux fortement constitués qui, en tout cas, élaborent, qui travaillent à une intégration, une collaboration plus forte, effectivement, entre le Nord et le Sud. Mais tout ça, bien évidemment, s'inscrit dans la durée. Mais voilà, il y a bien évidemment une collaboration qui existe déjà, qui est très forte, et l'Union pour la Méditerranée joue un rôle assez important. L'Union pour la Méditerranée joue aussi un rôle très important, justement, pour attribuer, pour élaborer avec les pays du pourtour méditerranéen les projets éligibles au Fonds vert international.
Merci Philippe. Il y a deux questions sur des thématiques spécifiques. Avant, j'en avais une autre sur la question de la temporalité des actions à mettre en œuvre et de l'urgence en quelque sorte par rapport à la prochaine décennie, enfin la décennie actuelle. Plusieurs de tes graphiques montrent la situation projetée en 2040. Le problème, on le sait, c'est que selon ce que l'on fera d'ici 2030, voilà, on arrivera ou pas à rester dans les moins 1,5 ou moins 2 degrés. Par rapport aux différentes actions que tu as indiquées, voilà, quel est ton avis un peu sur cette question de la crédibilité de mettre en œuvre des actions à cette première échéance majeure hein, de 2030, puisque comme on le sait, hein, vu les niveaux actuels d'émissions, si on ne baisse pas voilà, radicalement d'environ 5% par an dès cette année ou dès l'année prochaine et chaque année jusqu'à 2030, il n'y a aucun espoir hein, de rester en dessous des 2 degrés. Donc c'est pour ça que cette question voilà, du 2030, elle est critique. Alors, les scénarios donc, réalisés par l'Observatoire méditerranéen de l'énergie ont pour intérêt donc, de projeter ce que peut être le mix atteignable dans un contexte qui est celui de contexte des engagements de l'accord de Paris, donc, qui intègre les contributions nationales, donc conditionnelles, inconditionnelles, les projets en cours. Donc on est sur la scénarisation, bien évidemment. Et les outils de scénarisation nous permettent justement de positionner les actions par rapport à cette scénarisation. Et ce que tu dis est juste, c'est-à-dire que pour l'instant, on est très loin. Et d'ailleurs, la pandémie est aussi illustrative. C'est-à-dire que l'année 2020 de pandémie, qui a amené à une réduction de l'ordre de 6% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale, pour rester dans une trajectoire à 1,5 degré, il aurait fallu la décroître de 7,6% par an. Donc on est bien évidemment, même un événement de l'ampleur de cette pandémie nous maintient, je dirais, au-delà des trajectoires qu'on pourrait attendre. Alors ici, c'est la trajectoire de 1,5 degré, mais cet effort à faire de la pandémie, c'est un effort à reproduire chaque année, quelque part, pour pouvoir avoir une chance d'atteindre la trajectoire souhaitée. Donc, c'est là que je rejoins, je dirais, toute l'action entreprise par Alumni for the Planet, c'est qu'on doit agir plus vite et plus fort. Et donc, je serais très intéressé de savoir s'il se fait chez Michelin derrière. Et merci Philippe. Bon, il y a une question qui vient d'être posée. Hein. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse forcément y répondre hein, sur voilà, ce qu'il y a à faire à court terme. Il y a tout un ensemble hein, d'actions, mais c'est vrai que cette question du passage à l'action immédiate au-delà au-delà de l'affichage des objectifs est évidemment fondamental et c'est ce qui préoccupe tous les acteurs. J'ai deux questions, donc voilà, sur deux questions spécifiques que je veux relayer. Après, tu verras, Philippe, si tu peux apporter des éléments ou sinon on pourra y répondre par la suite. C'est la question, juste un éclairage sur le fait que le potentiel de réduction, enfin, le potentiel du solaire, alors à la fois solaire, enfin les différentes technologies, diminuerait compte tenu du changement climatique. Voilà, on a une question par rapport à ça. Est-ce que tu peux juste donner un éclairage ? En fait, c'est simple, c'est que plus il fait chaud, moins l'air est dense. Et donc, les éoliennes, du coup, produisent moins parce que c'est un petit peu comme un avion qui doit décoller quand il fait chaud. La portance va être moins forte du fait de la réduction de la densité de l'air. Et faire tourner une éolienne, c'est comme faire décoller un avion. Si l'air est moins dense, ça tourne moins, ça va donc tourner. Ça va prendre plus de temps pour tourner. Donc, on a une réduction effectivement de l'efficacité juste par effet de température pour la production éolienne et une très légère diminution aussi du vent projeté. Mais je dirais que ce n'est pas le facteur principal. Il en est de même pour le solaire, en tout cas le photovoltaïque. Là aussi, ce sont des systèmes dont l'efficacité diminue très fortement avec la température. Et donc, cette diminution de production est liée à cela. Et puis après, le système tout simplement hydroélectrique, là c'est plutôt la diminution de l'eau. Avec ce changement climatique, mais surtout ces réductions d'eau, on n'aura pas d'eau disponible pour les barrages, d'une part, et puis pour la thermoélectricité, bien là on a tout le problème de refroidissement, c'est-à-dire aussi de température de l'eau. Ça, c'était le premier point. Mais juste pour revenir, il y a une question
Je suis désolé, du coup, je prends un petit peu. Mais quelles sont les actions vigoureuses à réaliser vraiment, pas en parler. Moi, je veux dire là-dessus quelque chose. Alors, bien sûr, rassurez, enfin, je sais pas, non, je dis pas rassurez-vous, je ne vais pas vous donner la liste des actions, c'est clair. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même 3 grands types d'acteurs. Pour réaliser cette transition, il y a l'individu. Et l'individu, souvent, se demande ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, on croit toujours que notre action est négligeable et que finalement, tant que le gouvernement, tant que les industriels, tant que les autres, on n'y arrivera pas. Et moi, la première action que l'on doit prendre, certains disent juste 20%, 30% de notre part de bilan carbone qui est directement contrôlable par nous. C'est-à-dire que je décide de changer de véhicule, je passe au véhicule électrique, je décide de manger végétarien, je décide, etc., etc. Je décide de réduire ma consommation énergétique. Donc, on a clairement des actions à prendre, alors qui pris, si c'est juste à l'échelle d'un individu, n'auront peut-être pas d'influence sur les 70% qui restent, mais si c'est fait massivement, si on est tous en train d'acheter des véhicules électriques, on va forcément faire évoluer aussi du coup l'offre en association avec la demande. Et puis après, donc, il y a le secteur bien évidemment socio-économique, industriel, et il y a la puissance publique qui régule. Puis nous avons ici des spécialistes, nous sommes quand même à Sciences Po à l'UNI. Et donc, bien évidemment, c'est l'association de ces 3 acteurs qui peuvent donc permettre de réaliser des actions et vigoureuses. Après, bien évidemment, il y a le courage politique, il y a mais voilà, nous faisons partie prenante individuellement, nous avons des actions à mener personnellement dans nos entreprises. Après, l'entreprise a bien évidemment aussi sa trajectoire à réaliser, et enfin, le gouvernement est là pour cadrer, réguler ces actions. Bien, merci beaucoup Philippe. Je pense que c'est une excellente transition avec l'intervention suivante. Merci beaucoup. Voilà, les actions sont à mener dans tous les domaines et en particulier dans le monde de l'entreprise. Et sans transition, je laisse la parole à Alexis Intreyes, voilà, qui est cadre chez Michelin et qui, depuis quelques années, a initié des actions et qui va nous faire partager voilà, son ambition, ses difficultés, ses perspectives pour pouvoir inspirer, on l'espère, beaucoup d'autres personnes dans beaucoup d'autres entreprises à faire la même chose. Alexis, c'est à toi, il faut que tu te démutes. Voilà, parfait. Merci Michel. Et merci à tous d'être là aussi nombreux ce soir. Alors, je m'appelle Alexis Treille, pas Treyes, Michel. Et je suis alumni de l'école centrale Paris, qui est maintenant l'école centrale Supélec. Et je suis, depuis ma sortie de l'école en 2014, à la R&D chez Michelin. Et je suis aujourd'hui, depuis le début de l'année, analyste de cycle de vie, qui en soi serait un sujet intéressant à aborder, mais je ne vais pas le faire ce soir. Donc, je suis là ce soir pour témoigner des actions que j'ai menées au sein de mon entreprise pour tenter de la faire évoluer de l'intérieur et notamment au travers de la création d'un collectif dont je vous parlerai. Mais avant de vous parler de ce collectif, je pense qu'il est important de mentionner aussi le cheminement qui m'a amené à vouloir entrer dans cette démarche parce que ce chemin est vraiment important et fait réellement partie de cette démarche de création. Et cette première étape, finalement, c'est une étape de prise de conscience. En 2018, dans ces eaux-là, j'étais très très loin d'avoir conscience de l'urgence écologique qui est désormais avérée et la présentation qui vient d'être faite ne fait que confirmer le constat. Et à ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à écouter des conférences, à suivre des cours. Et au fil de l'eau, à force de passer du temps à recueillir ces informations, j'ai réellement pris conscience de la gravité de la situation. Et je pense que cette prise de conscience, c'est un point commun de tous ceux qui ont créé un collectif dans leur entreprise ou ailleurs, ou même qui l'ont rejoint. C'est-à-dire qu'on ne passe pas, je pense, à l'étape de l'action avant d'avoir vraiment ressenti au fond de ses tripes cette problématique et d'avoir pris finalement sur le coin de la figure ces informations-là. Et je pense donc que s'informer correctement, c'est une étape préliminaire qui est essentielle avant de passer à l'action et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser le fait qu'à l'Uni for the Planet propose sur son site
une rubrique qui s'appelle justement « Je m'informe », où vous pourrez trouver tout un tas d'informations à aller chercher sur d'autres sites pour creuser tel ou tel sujet. À partir de là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que fort de ce constat-là, j'ai cherché un petit peu à faire le bilan de mon action personnelle, justement, ça a été dit juste avant, d'essayer de voir ce que concrètement dans ma vie de tous les jours je pouvais faire pour être écologiquement plus respectueux. Et donc là, ça s'est traduit par tout un tas de choses, mais principalement à la maison. Donc ça allait être les petits gestes de manière à essayer de consommer un petit peu moins, d'être plus raisonné sur ma consommation d'énergie, etc. Le problème que j'ai eu à ce moment-là, et ça c'était, on va dire, fin 2019, début 2020, c'est qu'il restait une question centrale dans cette adéquation-là, qui était l'adéquation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je passais plus de 40 heures au travail par semaine, et à ce moment-là de cette prise de conscience, je travaillais pour des véhicules de sport et de compétition chez Michelin. Et en soi, c'était une activité très intéressante d'un point de vue technique, mais complètement en décalage par rapport à mes valeurs. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question et j'ai été confronté à un choix où j'avais un petit peu deux options. La première, ça aurait été de quitter l'entreprise en me disant que finalement, je n'avais plus rien à y faire pour trouver un environnement qui aurait été plus en accord avec mes valeurs. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et la deuxième option que j'avais et que j'ai choisie, c'était de rester dans l'entreprise, mais en parallèle de faire de mon mieux pour faire évoluer les choses et essayer d'amener l'entreprise vers justement une prise en considération de ces enjeux-là de façon accrue. Alors, il faut savoir que ce qui a favorisé cette décision, c'est que Michelin est malgré tout une entreprise qui a affirmé sa volonté d'aller vers le tout durable. Donc, on va dire que le terreau était propice à ce genre d'action. Et que c'est aussi une entreprise qui insiste sur la responsabilité de ses employés. On est régulièrement incité à mener à notre échelle, nous les employés Michelin, des actions qui sont destinées à améliorer son fonctionnement. Donc, fort de ces deux éléments-là, je me suis posé la question concrètement, qu'est-ce que je peux faire au sein de mon entreprise pour aller dans cette direction-là? Et le constat que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je côtoyais beaucoup de personnes qui partageaient ces mêmes préoccupations que moi, des personnes intelligentes, des personnes curieuses, mais qui partageaient aussi le même sentiment que moi de finalement se sentir un petit peu impuissant face à tout ça et démunis sur la manière de procéder. Et donc le fait de constater que je n'étais pas tout seul, ça a été finalement un grand soulagement et une envie de passer un petit peu à l'étape suivante, qui a été de se rassembler, d'en discuter, d'échanger sur la question. Au départ, c'était très modeste. Ça prenait la forme de déjeuner entre nous sur le site de R&D, puisque je travaille sur le site de R&D, où justement on essayait un petit peu d'échanger notre vision des choses et les idées qu'on aurait pour faire évoluer les choses. Ce qui s'est passé, donc ça c'était en début 2020, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement le Covid est arrivé et donc on s'est retrouvé confiné sans la possibilité de continuer ces déjeuners. Mais paradoxalement, ce qui aurait pu être un obstacle s'est transformé en une belle opportunité, puisque j'ai créé dans la foulée un groupe Teams, qui est le canal de communication qu'on utilise chez Michelin. Et à partir de là, beaucoup de personnes se sont mises à rejoindre ce groupe-là, un petit peu par le bouche à oreille, sans forcément que j'ai à en faire une publicité. Et avec une très, très grande diversité de profils, c'est aussi ce qui était extrêmement intéressant. C'est que très rapidement, on s'est retrouvé avec des personnes de la recherche comme moi, mais aussi des personnes de la finance, des personnes de la supply chain, des personnes qui étaient en usine, et qui faisaient un petit peu une diversité de points de vue et de cas concrets d'application qui étaient très différentes. Et justement, cette diversité de profils, elle s'est aussi accompagnée d'une diversité d'envie d'action, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas forcément envie d'attaquer le problème par le même bout. Et donc, le début de la création de ce groupe a été aussi important en cela qu'il a fallu qu'on réussisse à définir notre raison d'être, nos modes de fonctionnement et définir finalement ce sur quoi on avait envie de travailler. Et donc, à partir de ce moment-là, on a créé plusieurs sous-groupes de travail qui se sont formés à l'initiative de ceux qui avaient envie de les animer, donc pas forcément moi, et qui ont pu continuer un petit peu leur chemin de façon séparée, même si on gardait contact forcément les uns les autres. Ces petits groupes ont continué en parallèle. Et ces groupes-là, ils étaient de deux natures.
La première nature, c'était un petit peu tout ce qui tournait autour des petits gestes au quotidien, un petit peu la continuation de cet élément-là. Et la deuxième partie qui était plutôt autour des business models. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Parmi la notion des petits gestes, le premier groupe qui s'est monté, c'est un groupe autour de la sensibilisation et de la formation des employés aux enjeux environnementaux, parce qu'on reste convaincu, et je le disais en introduction, que la partie compréhension du problème est essentielle si on veut réussir à faire bouger les choses. Et concrètement, ça s'est traduit par la mise en place de conférences, principalement sur le site de recherche, encore une fois, mais qui étaient diffusées via les réseaux sociaux internes Michelin à tout le personnel, où on a fait venir des experts sur le climat, comme comme Philippe Drobinski que vous venez d'écouter, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, ce genre de choses. On s'est aussi appuyé sur un outil qui commence à être très connu maintenant, qui s'appelle la fresque du climat, qui au départ était un petit peu en pirate, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément demandé l'autorisation à l'entreprise d'organiser ces fresques du climat là, et depuis récemment, c'est en train de rentrer dans un cadrage un peu plus officiel pour un déploiement à échelle un peu plus large aussi. Un deuxième sous-groupe qui s'est créé, qui lui était plus en lien avec ce qu'on pourrait appeler la vie toute durable des employés, c'est-à-dire que... Ah, quelqu'un partage sa feuille d'impôt. Donc, ces petits gestes du quotidien, on cherchait aussi à les appliquer dans la vie en entreprise et pas seulement chez soi. Juliette, il faut enlever ta fiche d'impôt là. Juliette Picard. C'est assez original. On ne regardera pas, c'est indiscret. Ah voilà, c'est parti. Bon. Et donc, dans le cadre de ce sous-groupe-là, on a contribué, par exemple, à l'écriture d'un guide des bonnes pratiques Michelin qui a été piloté par un chargé de projet au sein de l'équipe RSE qui nous a sollicité justement pour l'enrichir un petit peu. Aujourd'hui, les deux leviers qui ont été poussés par la RSE et pour lesquels la RSE s'appuie sur nous pour aller un petit peu plus loin, il y en a deux qui sont autour de la suppression des gobelets à la machine à café, qui est un très très grand classique dans les collectifs qui ont vu le jour en entreprise, et également autour de la mobilité des professionnels des employés, pour lequel il resterait énormément de choses à faire, mais qui est aussi un levier important. Ensuite, il y a eu la création de deux autres sous-groupes, beaucoup plus en lien avec le business model de l'entreprise. Le premier autour un petit peu de l'empreinte carbone de Michelin, et notamment en prenant en compte les émissions liées au scope 3, et notamment en lien avec la phase d'usage de nos produits, donc des pneus. Et cette phase d'usage pour un pneu, c'est simplement le fait de monter le pneu sur un véhicule et le fait que ce véhicule consomme du carburant. Alors, il faut savoir que Michelin a pris des ambitions de neutralité carbone à horizon 2050 sur les scopes 1 et 2, et également sur une petite partie du scope 3 avec des éléments comme la logistique. Et qu'elle prend également des engagements volontaires supplémentaires auprès d'un organisme qui s'appelle Science Based Target pour le scope 3, qui n'est pas obligatoire pour les entreprises. Mais malgré tout, nous, le problème qu'on voyait un petit peu dans notre collectif, c'était que le seul levier qui était activé pour parvenir à cette neutralité carbone, c'était un levier technologique via la réduction de la résistance au roulement des pneus, c'est-à-dire ce qui fait que le pneu consomme du carburant, et pas forcément de jouer sur la réorientation des secteurs de vente. Et concrètement, aujourd'hui, l'entreprise a un chiffre d'affaires, ou en tout cas a des secteurs premium sur lesquels elle marge énormément, qui sont des secteurs en lien avec le super sport, donc avec des véhicules de forte puissance, des véhicules lourds. Et notre volonté dans ce groupe, c'était de chercher un petit peu à réorienter ces segments-là de façon à être justement complètement en phase avec la stratégie tout durable affichée par l'entreprise. Et concrètement, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était un petit peu un système de double comptabilité carbone-euro, de façon à chercher un petit peu le meilleur compromis qu'on aurait été capable de mettre en place pour justement redéfinir ces business models. Cette proposition-là, elle n'a pas vraiment retrouvé d'écho auprès de l'entreprise car elle a été jugée trop impactante sur la partie business. Mais je pense qu'avec les défis qui vont arriver à l'avenir, il se pourrait qu'elle revienne sur la table et que potentiellement on ait des ressources dédiées pour véritablement s'y consacrer. Le dernier sujet qu'on a souhaité activer aussi,
en lien avec le business model de l'entreprise, c'était de se replacer un petit peu en amont par rapport à la mobilité, donc dans un groupe qu'on a baptisé la mobilité au plus juste, où là, il s'agirait de considérer que la mobilité n'est pas tellement un besoin en soi, mais plutôt un moyen de répondre à d'autres besoins. C'est-à-dire qu'on se déplace rarement par plaisir, et généralement, le fait de se déplacer, c'est d'aller chercher à notre point d'arrivée ce qui n'est pas disponible au point de départ. Et notre conviction, c'était de se dire qu'il y a vraisemblablement des business models qui sont imaginables, qui permettent de maintenir les services rendus par la mobilité tout en minimisant les distances parcourues. Parce que quand on cherche à réduire notamment les émissions de gaz à effet de serre, le premier levier à activer avant de considérer les leviers technologiques, c'est de réduire les déplacements. C'est de loin le levier le plus efficace, même si c'est aussi celui qui nous coûte peut-être le plus. Depuis, on a été également sollicité par diverses équipes qui ont voulu nous confier d'autres types de missions. Il y a eu un premier sujet qui était autour de l'estimation de l'empreinte carbone de la recherche Michelin. Parce qu'il faut savoir que le pilotage des empreintes carbone des usines, c'est quelque chose qui est fait de façon fréquente et obligatoire pour l'entreprise. En revanche, les sites de recherche, c'est beaucoup plus difficile puisque ça fait intervenir des choses peut-être un peu plus complexes. Et on a été également sollicité par des équipes de recherche pour réfléchir sur des nouveaux business durables en lien avec les savoir-faire de Michelin et en lien avec sa volonté de se développer sur d'autres volets que les pneumatiques. Alors concrètement, les succès qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, ils sont relativement modestes. Hein. Je ne suis pas à dire qu'on a réussi à transformer complètement l'entreprise. Mais je pense que ce n'est même pas tellement le plus important et que ce que je chercherais, enfin, ce que je voudrais retenir de cette démarche-là, c'est la dynamique qu'on a réussi à mettre en place au sein de ce collectif, où on partage fréquemment des informations sur notre canal Teams, où on réfléchit sur justement de nouvelles manières d'accompagner l'entreprise, et que peut-être que cette nouvelle manière de fonctionner, ça peut aussi représenter les prémices d'un nouveau mode d'engagement en entreprise qui peut-être pourrait se démocratiser à l'avenir en entreprise. Alors, il faut savoir que des collectifs en entreprise, il y en existe énormément d'autres. Je ne représente que celui de Michelin aujourd'hui. Et que certains collectifs ont eu des résultats parfois bien plus significatifs que ceux que je viens de vous énoncer. Et pour ça, je vous invite à aller regarder sur le site de Point AVI écologique, qui est un petit peu notre association partenaire, mais du côté des étudiants cette fois-ci, qui a recensé les actions qui ont été menées en entreprise par d'autres collectifs. Un point qui me semble important de mentionner également, c'est le lien avec les équipes RSE et la direction. Ce qu'on a cherché à faire rapidement, à partir du moment où on a créé ce collectif, c'était d'acquérir une certaine légitimité en se rapprochant justement des équipes RSE. L'objectif était de se dire on veut absolument éviter de marcher sur leur plate-bande ou d'avoir des actions qui seraient jugées contre-productives pour l'entreprise. Et pour ça, il a fallu qu'on se mette en lien rapidement avec eux pour un petit peu co-construire cette démarche-là. Et donc, à cet égard-là, on a été sollicité, par exemple, pour répondre à des questions autour de l'appropriation de la stratégie tout durable qui est définie par l'entreprise auprès des équipes dont on faisait partie. Donc, on se faisait un peu le porte-parole de ce qu'on voyait autour de nous. On a également eu l'occasion de faire des échanges informels avec plusieurs membres de la direction pour proposer un petit peu la démarche et présenter les actions concrètes qu'on souhaitait mener. Ça a été plutôt bien accueilli. Sans forcément que ça mène à des cadrages précis derrière, mais disons que ça nous a permis de poser des premières pierres. Et puis, je dirais que d'une certaine manière, notre collectif, il fait un petit peu office de poil à gratter. Et malgré tout, je pense que ce côté-là est important, c'est-à-dire qu'on est là pour challenger l'entreprise et pas forcément rester de façon très politiquement correcte toujours, même si on essaie toujours de se positionner en tant que force de proposition et de challenge, et en évitant absolument de tomber dans la critique, parce que ce n'est vraiment pas l'objectif qui est poursuivi par notre collectif. En termes de suite à donner, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, j'imagine que notre collectif va continuer à grossir en taille.
pour la simple et bonne raison que de nombreuses personnes continuent à rejoindre le collectif, toujours par le bouche à oreille, et toujours parce que le nombre de personnes qui sont concernées par les enjeux environnementaux n'a de cesse d'augmenter de jour en jour. Et j'espère aussi qu'on se verra confier davantage de missions à l'avenir par l'entreprise et qu'on aura vraiment l'occasion de co-construire ces missions-là avec elle. Mais donc, tout ça reste à écrire. Et le nerf de la guerre pour nous, c'est véritablement d'avoir du temps libéré pour travailler sur ces sujets-là. Alors, la direction est actuellement en train de réfléchir un petit peu au mode de fonctionnement qui pourrait être envisagé, notamment via des jours qui pourraient être libérés pour travailler sur des sujets un petit peu choisis. Donc, tout ça reste un petit peu à écrire, mais on essaie aussi de contribuer à ces réflexions-là pour justement réussir à mettre quelque chose en place dans lequel on pourrait, nous, être à l'aise pour travailler efficacement. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi donc, une association qui a vu le jour qui s'appelle Les Collectifs, qui est aussi une association avec laquelle on travaille au sein d'Alumni Force the Planet, qui recense justement tous ces collectifs en entreprise qui ont envie d'aller plus loin et de partager les bonnes pratiques. Et ça, c'est aussi un aspect qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'échange plus seulement des informations au sein de Michelin, on échange des informations avec d'autres entreprises et ce regard croisé est véritablement intéressant pour aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, si je devais résumer la démarche et un petit peu les conseils que je pourrais donner pour ceux qui ont envie de créer un collectif, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'oser. Et ce conseil-là, il est pour moi important, c'est que très souvent, je côtoie des gens qui ont envie de faire changer les choses, mais qui n'osent pas se lancer pour diverses raisons. Parfois, c'est parce qu'elles se disent qu'elles n'en sont pas capables. Parfois, c'est parce qu'elles ont peur d'être mal vues ou autres. Mais je pense que c'est des considérations qui n'ont pas véritablement lieu d'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des convictions et qu'on sait que ces convictions sont partagées, alors forcément que d'autres personnes adhéreront un petit peu à cette démarche-là. Et quant au côté d'être mal vu, à partir du moment où c'est fait en bonne intelligence, il n'y a vraiment pas de raison que ça se produise. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'échanger régulièrement. Un collectif, c'est avant tout une dynamique. Et une dynamique, ça s'entretient aussi bien pour lancer un petit peu la machine que pour la continuer. Et donc, pour ça, il faut avoir un canal d'échange. Je pense que c'est indispensable. Alors, pour nous, c'était Teams, mais ça peut prendre n'importe quelle forme. Et puis, ça peut être aussi bien de se voir physiquement. Alors, nous, étant donné que le collectif a été créé pendant le confinement, ça a été difficile, même si on a réussi à se voir quand même. Et je dirais que le point essentiel dans tout ça, c'est d'y prendre du plaisir. Le point commun de tous les membres de ce collectif-là et des autres collectifs, c'est qu'on aime justement réfléchir sur ces sujets-là, on aime imaginer une perspective qui serait heureuse malgré les défis environnementaux et que finalement ce côté challenge-là est extrêmement important pour nous. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur la création de ce collectif. Je serais ravi de répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, merci. Je vais donner la parole à Michel. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Hein. Comme je l'ai dit au début, hein, voilà, c'est autant pour vous donner des pistes concrètes, mais que vous donner envie, de vous donner envie d'oser, de vous montrer que c'est possible. Et comme l'a dit Alexis, en plus, on peut y prendre du plaisir et il faut surtout y prendre du plaisir, bien sûr, parce que ce n'est pas simple, hein, évidemment, tout ce qu'a fait Alexis. Donc, il y a pas mal de questions, donc je vais en prendre quelques-unes. D'abord, une question simple. Vous êtes combien au sein de votre collectif? Voilà, une question très, très factuelle. Alors, on est une cinquantaine aujourd'hui, en sachant que Michelin fait à peu près 120 000 employés dans le monde. Ça fait un tout petit pourcentage, mais ce n'est pas tellement le nombre qui compte, c'est plutôt la dynamique. D'accord. Alors, une autre question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs en particulier, là on cible cette catégorie, qui ont ces mêmes convictions, en tout cas au sein de Michelin en particulier, ou finalement, est-ce que vous êtes plutôt isolé, maintenant une cinquantaine, mais voilà, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs voilà, qui est-ce que la question concerne l'âge ou Oui. Est-ce que beaucoup de jeunes ingénieurs en particulier ont ces mêmes convictions? D'accord. De ton point de vue. Alors, oui, évidemment, le côté jeunesse intervient énormément parce que peut-être la génération qui arrive se sent encore plus concernée que la précédente
par les enjeux environnementaux, mais ce n'est absolument pas un frein. Et c'est rigolo, d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, mais il y a des personnes de tous les âges dans le collectif Michelin, et je suis une des plus jeunes. Donc, je dirais que les jeunes se sont emparés de la question, mais ça ne se restreint absolument pas à une catégorie d'âge pour essayer de faire bouger les choses. C'est important. Alors, des questions sur qu'en pense la direction. C'est évidemment un point clé. Tu as insisté sur le fait que vous étiez force de proposition, vous étiez là pour challenger et non pas pour critiquer, hein, puisque l'idée est de changer de l'intérieur, d'aider à la transformation. Finalement, voilà, ton sentiment, c'est qu'en pense la direction. Est-ce que ça ne gêne pas la direction que vous utilisiez les ressources de l'entreprise, hein, du temps, la plateforme Teams, pour faire voilà, ce qui est quelque chose qui n'est pas dans votre fiche de poste, hein, en tout cas pas explicitement. Voilà, qu'en pense la direction et comment la direction finalement pourrait petit à petit vous soutenir, vous aider à avancer? Alors, en termes de temps, la direction nous soutient, et c'était une volonté affichée par notre PDG qui était justement de mettre en application ce qu'on imaginait être utile à l'entreprise. Et nous, en tant que collectif, on juge que la transformation environnementale de l'entreprise est utile à l'entreprise. Maintenant, en termes de soutien, il est très variable en fonction des sujets qu'on proposait. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui tournait autour un petit peu des petits gestes dans l'entreprise, on a eu un soutien qui était important. Par contre, tout ce qui tournait autour des business models, là, on touche un petit peu à un point dur qui est un peu le maintien de la profitabilité de l'entreprise. Sur lesquels c'est plus difficile d'avoir un soutien massif. Malgré tout, je pense qu'on arrive à soulever des questions qui peut-être germent en off auprès de nos interlocuteurs. Mais voilà, c'est clair que le soutien, il n'est pas sur toute la ligne à chaque fois qu'on propose quelque chose. Il est plus ou moins mitigé en fonction des sujets. D'accord. Alors, pour revenir à cette question des petits gestes et des actions à plus fort impact, parce qu'il y a eu cette question, hein, bon, les petits gestes, c'est bien, mais en vérité, voilà, c'est le modèle économique, bien sûr, qu'il faut faire évoluer. Est-ce que tu penses, tu l'as déjà un peu évoqué, hein, c'est évidemment plus difficile, hein, pour l'entreprise et c'est du moyen terme, est-ce que tu penses qu'il est intéressant d'être sur les deux, d'avancer sur les deux? Est-ce que l'un renforce l'autre? Est-ce que le fait de faire des premières actions, des petites actions, hein, sur les gobelets, sur la mobilité, hein, qui a déjà un impact, c'est intéressant, ou c'est une perte d'énergie, une perte de temps, et il faut mieux se consacrer uniquement à ce qui a le plus d'impact, la transformation du modèle économique de l'entreprise? Ou finalement, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais d'agir sur voilà, ces différentes natures d'actions, des petites, des moyennes, des grandes, et pas que l'action la plus fondamentale de transformer le modèle économique de l'entreprise? Alors, pour répondre clairement à la question, oui, c'est indispensable d'avoir les deux. Enfin, en tout cas, c'est indispensable de ne pas omettre la partie petits gestes en entreprise, parce que c'est justement ce qui permet de gagner aussi en légitimité auprès de l'entreprise, parce que c'est des choses assez concrètes sur lesquelles on va pouvoir avancer et avoir des résultats. Et d'ailleurs, ces résultats, on pourrait faire encore beaucoup mieux au sein de ce collectif. Ils sont encore assez modestes, ceux qu'on a réussi à obtenir chez Michelin. Mais malgré tout, c'est important. Et moi, justement, c'est ce qui est important de la force de ce collectif, c'est que j'avais peut-être tendance au départ de la création à vouloir partir très très vite sur les questions de modèle économique et de business model, parce que je sentais que c'était ce qui avait le plus de valeur à l'échelle globale. Mais c'était heureusement qu'il y avait d'autres personnes au sein du collectif qui justement souhaitaient se concentrer davantage sur les petits gestes. Et j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure du temps que cette partie-là était aussi extrêmement importante. Et il y a une question sur le climato-scepticisme au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez été confronté à ça ou pas? Est-ce que tout le monde a conscience du problème et c'est juste difficile de faire évoluer le paquebot qui est une grande entreprise comme Michelin, ou il y a aussi des résistances liées au climato-scepticisme? Alors, la réponse un peu toute faite à cette question, c'est que les personnes en entreprise ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société. Donc, des climato-sceptiques, très certainement qu'il y en a chez Michelin. Après, honnêtement, je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré de personnes qui ont nié le fait que le climat se réchauffait.
Disons que cette notion-là fait consensus. Après, ce qui est variable, c'est l'importance que les personnes y accordent. C'est-à-dire que pour certains, c'est un sujet de première importance, et pour d'autres, c'est un sujet secondaire ou finalement pas plus important que d'autres questions de rentabilité financière de leurs services ou ce genre de choses. Il y a une question sur, finalement, est-ce que c'est bien vu, tu l'as un peu dit, hein, est-ce que c'est finalement bien vu par l'entreprise que ces 50 personnes-là se mobilisent sur ces sujets? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être qu'un jour, ça soit même recommandé, valorisé, y compris pour les déroulements de carrière, voilà, des cadres ou des cadres au potentiel, de s'impliquer dans ce type d'action? Moi, j'aimerais beaucoup. Alors C'est après, réaliste. est-ce que c'est réaliste? J'en sais rien. Je ne suis pas grand. Enfin, ce serait très difficile de se positionner là-dessus. Mais après, sur le côté, est-ce que c'est bien vu? Quand on a rencontré un directeur RSE, il avait eu un terme que j'avais bien aimé, malgré le fait qu'il pouvait être un petit peu ambigu en période Covid, qui était qu'il a appelé notre démarche comme étant une approche virale. Et je pense que ce terme de viral, il est important dans le sens où c'est un essaim qui germe et qui fait qu'on peut espérer une croissance exponentielle de l'impact qu'on peut avoir parce que, d'une part, le nombre d'employés concernés augmente de façon importante et d'autre part, parce que l'entreprise, elle aussi, pourrait avoir envie de s'appuyer sur cette force-là qu'elle a pour l'instant à disposition un petit peu gratuitement, finalement, mais du coup, de le créer dans un contexte un petit peu officialisé. Alors peut-être une dernière question, la question de la sensibilisation des collaborateurs, hein, tu l'as dit, c'est quelque chose d'important. Est-ce que voilà, vous avez commencé à faire des choses avec la fresque du climat? Est-ce que vous avez des ambitions importantes? Parce que voilà, on sait par exemple qu'EDF s'est fixé pour objectif de sensibiliser ces 160 000 employés avec la fresque du climat. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait avoir cette ambition au sein de Michelin, que ce soit avec la fresque du climat ou d'autres ateliers de sensibilisation ou des conférences, il en existe pas mal? Alors oui, effectivement, la fresque, c'est le levier l'outil numéro un qu'on aimerait déployer à plus grande échelle dans l'entreprise. On est très très en retard par rapport à une entreprise comme EDF, puisqu'on en est au stade où la direction s'est emparée de la question et a voulu construire un petit peu un module complet autour de la fresque, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le jeu, il y a une deuxième partie autour un petit peu des questionnements que ça peut soulever. Et donc là, l'entreprise souhaitait apporter son éclairage à cette deuxième partie pour ne pas laisser un petit peu les personnes qui participeraient désemparées par un petit peu une prise de conscience parfois violente de la gravité de la situation climatique. Mais pour l'instant, le déploiement n'a pas commencé. C'est véritablement en réflexion auprès des équipes de direction. Très bien, merci beaucoup Alexis. Je réponds juste à une des questions qui est sur le collectif. Hein, il y a le fameux collectif des collectifs, hein, je ne sais plus quel est son nom exact. Hein. Emmanuel Sigla en fait partie. Hein, il a mis sur le chat le lien. Alexis Treille voilà, fait aussi partie. Donc, comme vous le savez, ces collectifs, je crois qu'il y en a. Je ne sais plus, 42, en tout cas, il y a certainement beaucoup plus, hein, mais ça commence à émerger dans beaucoup d'entreprises. Et puis, il y a ce réseau des collectifs hein, qui est en train de se créer, donc c'est très bien. Finalement, Alumni for the Planet peut aider à l'émergence de ces collectifs, et voilà, ensuite, ils vont évidemment se mettre en réseau, échanger entre les bonnes pratiques, et c'est très bien voilà, pour avoir un impact. Voilà, Emmanuel Sigla vient de le remettre, hein, donc c'est effectivement, il y en a beaucoup, de plus en plus dans tous les secteurs de l'économie, et c'est une très bonne chose, avec toujours cette même démarche, aider à transformer de l'intérieur les entreprises, puisqu'il faut l'implication de tous. Voilà. Il est 19h28. Je vous propose qu'on s'arrête là hein, pour tenir le timing. Hein. Donc, il me reste à remercier vraiment très chaleureusement, et je laisserai Christophe également remercier tout le monde, hein, les deux intervenants, bien sûr tous les participants, hein, très, très nombreux, les deux intervenants de grande qualité, hein, comme je vous l'avais vu, hein, je pense que vous n'avez pas été déçus, hein, Alexis et Philippe. Je dirais en conclusion, pour ce qui est d'Alumni for the Planet, on compte sur vous pour vous impliquer
pour nous aider. Nous sommes une petite équipe de bénévoles, hein, nous sommes une vingtaine, une trentaine de bénévoles. Nous sommes, je dirais, relativement confiants puisque nous avons beaucoup de soutien. Nous sommes confiants dans le fait que nous avons trouvé un positionnement utile, mais on a besoin d'énormément de soutien, de bonne volonté. Hein, donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous contacter, à nous aider, et en particulier à nous aider parce que vous faites tous partie, directement ou indirectement, d'une ou plusieurs associations d'alumni, à nous aider pour, dès la rentrée, monter de très nombreux webinaires de ce type pour avoir le maximum d'impact possible. Voilà, un grand merci. Et encore merci à Sciences Po Alumni, à Christophe et à Bernard Elgoul de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Oui, allô, bon, alors en fait, je mesure le chemin parcouru entre le moment où tu as, mon cher Michel, dit quelques mots trop courts lors des Journées nationales de l'ingénieur et la réalisation d'aujourd'hui. Alors en fait, c'est une œuvre collective de plusieurs associations et bien entendu, on soutiendra encore. Alors, je dirais même que Sciences Po peut être un peu leader dans le relais et donc en fait, je pense qu'il y aura un après 8 juin qu'on va essayer de réaliser. Alors, je reçois beaucoup de SMS, j'en suis assez heureux, et je crois que j'oublie pas ce que j'ai dit au début, j'ai volontairement pris une position à titre un peu personnel pour ne pas gêner le déroulement et les exposés très brillants de Philippe, Alexis et de toi-même, mon cher Michel. La réalité, c'est que je pense quand même qu'il faut réfléchir à ce changement de paradigme dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et également dans le domaine de l'écologie. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. En plus de ça, on voit que c'est un polytechnicien qui a tenu le débat, mon cher Michel, puisqu'il est 19h31 et nous rendons l'antenne. Bonne nuit, bonne soirée et merci à tous. Merci, bonne nuit, bonne soirée. Merci. Salut. À bientôt. On compte sur vous. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, merci. Et on a bien noté que Sciences Po Alumni et Alumni for the Planet organiseront de nombreux webinaires à l'avenir. Merci d'avance.